Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons 5 rencontres mortelles où des passionnés de serpents ont payé le prix ultime d'un propriétaire d'animaux qui a importé illégalement des vipères à un agent d'entretien, dont la découverte malheureuse lui a coûté tout. Commençons par la première histoire où l'arrogance d'un chercheur a conduit à sa chute. C'était le 7 avril 2016 et le petit laboratoire privé fonctionnait dans un entrepôt converti à la périphérie de Tucson. L'équipement était minimal et adapté uniquement à la manipulation de venin à petite échelle, dépourvu des systèmes de sécurité en couche présents dans les installations réglementées. Les établis contenaient un ensemble d'outils clairsemés, mais fonctionnels pour le traitement et le stockage de base du venin, reflétant les limitations d'une opération privée. Le paysage désertique à l'extérieur offrait l'isolement parfait pour le docteur. La recherche controversée sur le venin de Nathan Blackwood. Le docteur Nathan Blackwood avait un parcours de recherche stable dans les études sur le venin, mais les notes de collègues et les courriels internes documentèrent à plusieurs reprises son habitude d'ignorer les étapes de sécurité de routine. À 43 ans, il était expérimenté mais connu pour prendre des raccourcis, rejetant souvent les procédures standards comme inutiles ou trop lentes. Le laboratoire financé par des fonds privés de Nathan lui permettait de travailler sans la supervision et les exigences de sécurité qui régissaient les installations de recherche universitaires. Il travaillait souvent seul le soir, préférant la solitude qui lui permettait de se concentrer sur ses expériences sans interruption. Ses récentes tentatives d'isoler des protéines spécifiques de venin l'avaient rendu encore plus confiant dans ses capacités et plus méprisant envers les mesures de sécurité. Nathan se préparait à extraire du venin d'un grand crotale diamantin de l'Ouest, livré plus tôt cette semaine. Un spécimen mesurant un peu plus de 4 pieds et ses notes d'admission indiquaient des enroulements répétés, un fort cliquetis et des attaques sur le crochet de transfert lors de l'hébergement. Ses journaux de laboratoire montraient qu'il avait travaillé tout l'après-midi, consommant plusieurs tasses de café et se dépêchant de tester une nouvelle méthode d'extraction. Des entrées récentes ont documenté plusieurs cas où il a omis d'utiliser les outils de contention standard. Notant qu'il croyait qu'il ralentissait en son travail, les journaux montraient également une tendance croissante à travailler seul et à contourner les étapes de sécurité, une tendance dont ses collègues l'avaient déjà averti avant qu'il ne quitte la recherche institutionnelle. Les crotales diamants de l'Ouest sont parmi les serpents venimeux les plus dangereux d'Amérique du Nord, avec des spécimens adultes capables de délivrer des doses massives de venin hémotoxique puissants. Ces vipères agressives peuvent te frapper à une vitesse fulgurante sur des distances allant jusqu'à 2/3 de leur longueur corporelle, et leurs organes de détection de chaleur leur permettent de cibler des proies à sang chaud avec une précision mortelle. Leur venin peut causer une destruction sévère des tissus, des hémorragies internes et une défaillance circulatoire progressive sans traitement médical rapide. Même les manipulateurs expérimentés traînent ces serpents avec une extrême prudence en utilisant un équipement spécialisé et des protocoles de sécurité développés au cours de décennies de recherche. Nathan avait décidé de tester sa théorie sur l'efficacité de l'extraction du venin en trayant le crotale directement sans utiliser l'équipement de contention standard que d'autres chercheurs considéraient comme essentiel. Il croyait que ses réflexes supérieurs et sa compréhension du comportement des serpents lui permettraient de manipuler le spécimen en toute sécurité en utilisant uniquement ses mains nues, une pratique qu'il avait notée dans ses journaux comme une tentative de simplifier les procédures. Le grand crotale diamantin de l'Ouest avait été stressé par sa capture et son transport récent, le rendant encore plus défensif et imprévisible que d'habitude. Nathan s'approcha de l'enclos du serpent avec une confiance excessive caractéristique, s'approchant malgré le serpent affichant les mêmes comportements défensifs notés lors de l'admission. Lorsque Nathan atteignit l'enclos pour saisir le serpent à sonnette derrière la tête, la réaction de l'animal fut instantanée. Les puissants muscles du serpent se sont enroulés et il a frappé avec une force explosive, ses crocs atteignant la main dominante de Nathan avant qu'il ne puisse réagir. Il a effectué une frappe rapide et relâchée, injectant une quantité substantielle de venin en un seul contact net. Les journaux d'appel téléphonique et l'appel d'urgence incomplet indiquaient qu'il avait reconnu la gravité de la morsure en raison de la fin abrupte de l'appel. Mais les enquêteurs ont noté qu'aucun antivenin n'était stocké sur place, probablement en raison des coûts et des exigences de stockage plutôt que d'un mandat réglementé. L'emplacement isolé de son laboratoire signifiait que les services médicaux d'urgence mettraient du temps à le rejoindre, un temps que son état de santé déclinant ne permettrait pas. Les tentatives de Nathan pour appeler à l'aide devenaient de plus en plus inefficaces à mesure que ses fonctions motrices se détérioraient sous l'effet de l'envenimation. Le venin hémotoxique a provoqué un gonflement rapide au site de la morsure et des signes précoces de stress circulatoire cohérents avec une envenimation sévère. Sans antivenin ou soins médicaux des immédiats, son état s'est détérioré régulièrement avant que les secours ne puissent atteindre le site.
Ses propres notes de recherche éparpillées sur son banc de laboratoire documentaient son attitude désinvolte envers les protocoles de sécurité qui auraient pu lui sauver la vie. Les enquêteurs ont utilisé l'horodatage de sa dernière activité instrumentale enregistrée et la fin abrupte de l'appel d'urgence pour estimer le moment où il s'est probablement effondré. Un travailleur d'entretien de bâtiment sous contrat a découvert le corps de Nathan le lendemain matin lors d'une vérification de routine de la propriété. L'enquête a révélé son approche imprudente de la manipulation de spécimens dangereux et son incapacité à maintenir l'équipement de sécurité de base. Le serpent à sonnette s'était échappé par la porte de l'enclos partiellement entrouverte, mais a été sécurisé par les intervenants lors de l'évaluation initiale de la scène. Les autorités locales ont documenté plusieurs lacunes en matière de sécurité dans le laboratoire lors de l'enquête, les notant dans le rapport final de l'incident. Mais les chercheurs n'étaient pas les seuls à sous-estimer le pouvoir mortel des serpents venimeux. En Floride, l'animal de compagnie illégale d'un ouvrier du bâtiment prouverait que certaines créatures ne devraient jamais être gardées en captivité. C'était le 19 septembre 2014 et l'air humide du soir à Miami était chargé de la promesse d'une autre tempête tropicale alors que les résidents d'un complexe d'appartements s'installaient dans leur routine de week-end. Le bâtiment de 3 étages, abritant de jeunes professionnels et des familles actives, bourdonnait des sons des télévisions, des conversations et des climatiseurs fonctionnant à plein régime contre la chaleur oppressante. Dans l'appartement 2B, Carlos Mendoza se préparait pour ce qu'il espérait être une soirée impressionnante avec une femme qu'il avait rencontrée dans un bar local. Carlos Mendoza travaillait dans la construction en Floride du Sud depuis 8 ans, se bâtissant une réputation de travailleur fiable qui n'avait pas peur des travaux dangereux ou des longues heures dans des conditions difficiles. À 26 ans, ce natif du Guatemala s'était imposé dans l'industrie de la construction compétitive de Miami. Mais des amis et collègues ont ensuite dit aux enquêteurs qu'il avait l'habitude de prendre des risques inutiles tant au travail qu'à la maison. 2 mois plus tôt, lors d'un projet de construction au Honduras, Carlos avait rencontré un marchand d'animaux local qui l'avait convaincu d'acheter ce que l'homme décrivait comme un serpent exotique mais gérable. Le marchand avait minimisé le danger extrême du fer de lance, le décrivant comme juste un autre serpent tropical qui ferait une pièce de conversation impressionnante pour l'appartement de Carlos à Miami. Carlos avait réussi à faire passer en contrebande le serpent hautement venimeux en Floride, le gardant caché dans un aquarium transformé dans le placard de sa chambre. Ses connaissances en matière de soins aux serpents provenaient entièrement de vidéos YouTube et de forums en ligne où il avait absorbé des informations dangereusement incomplètes sur la manipulation des espèces venimeuses. Ces 2 mois de nourrissage réussi l'avaient convaincu que le serpent était aussi docile et gérable que les sources internet l'avaient suggéré. Selon l'agent de la faune qui a examiné l'enclos, le serpent montrait des signes de stress chronique, y compris la déshydratation et une mauvaise tonicité musculaire. L'aquarium exigu manquait de température et d'humidité adéquates, et les enquêteurs ont noté que Carlos utilisait par intermittence un radiateur d'appoint et vaporisait le réservoir, ce qui maintenait le serpent en vie, mais très stressé. Les nourrissages récents ont montré un comportement défensif persistant, amenant les spécialistes à conclure qu'il était de plus en plus réactif depuis des semaines. Les serpents fer de lance sont parmi les serpents venimeux les plus dangereux de l'hémisphère occidental, responsables de plus de décès humains que toute autre espèce de serpent dans leur aire de répartition native. Ces vipères agressives possèdent un venin hémotoxique puissant qui peut provoquer une destruction rapide des tissus, des hémorragies internes sévères et une défaillance circulatoire progressive. Les spécimens adultes peuvent atteindre des longueurs de plus de 6 pieds et sont documentés comme étant très défensifs lorsqu'ils sont confinés ou stressés, surtout dans des enclos inadéquats. Leur capacité de détection de la chaleur et leur vitesse de frappe fulgurante en font des prédateurs redoutables que même les herpétologistes expérimentés manipulent avec une extrême prudence. Ce soir-là, Carlos avait bu de la bière en préparant son appartement pour l'arrivée de son rendez-vous. Sa consommation d'alcool avait encore plus altéré son jugement déjà médiocre concernant l'animal dangereux qu'il gardait caché dans sa chambre. Il a décidé que montrer son animal exotique serait le moyen idéal d'impressionner son invité et de démontrer son esprit aventureux. Carlos s'est approché de l'enclos avec la même confiance excessive qu'il montrait lors des nourrissages, ignorant à quelle vitesse un fer de lance peut frapper à courte distance. Lorsque Carlos a atteint l'enclos, les enquêteurs ont conclu plus tard, sur la base des éclaboussures de sang sur le rebord intérieur du réservoir et de la position du sang accumulé près de l'enclos, que le fer de lance avait frappé à très courte distance. Le serpent de 6 pieds a infligé une envenimation significative,
soutenu par le gonflement rapide documenté sur les lieux et la profondeur de la blessure notée dans les rapports médicaux. Le motif de la morsure et les dommages tissulaires indiquaient un contact bref, un comportement que les consultants en herpétologie ont dit être cohérent avec une envenimation à haut volume chez les vipères en aphos stressées. Le venin hémotoxique puissant a causé des dommages tissulaires rapides au site de la morsure et des signes précoces d'instabilité circulatoire, progressant rapidement à mesure que son état se détériorait. Carlos a réussi à appeler le 911, mais son état de détérioration et sa panique l'ont empêché d'expliquer de manière cohérente ce qui l'avait mordu. Selon la transcription de l'appel, le répartiteur a eu du mal à interpréter ces phrases fragmentées et ces descriptions brouillées de l'animal et de son état qui s'aggravait. Les ambulanciers sont arrivés pour trouver Carlos en état de choc sévère, son bras horriblement enflé et ses signes vitaux en déclin rapide. Le venin du fer de lance avait causé une hémorragie interne sévère et une insuffisance circulatoire progressive qu'il s'est avéré impossible de renverser. Carlos a fait un arrêt cardiaque pendant le transport. Malgré de longues tentatives de réanimation, il a été déclaré mort plus tard dans la nuit à l'hôpital. La découverte du fer de lance illégal dans l'appartement de Carlos a incité les agents de la faune à ajouter l'incident aux dossiers en cours dans le sud de la Floride. Sa mort a souligné à quel point la possession non réglementée d'animaux venimeux peut être dangereuse, surtout lorsque l'espèce impliquée est capable de donner une morsure mortelle. Cependant, les propriétaires d'animaux de compagnie n'étaient pas les seuls à se retrouver dans des rencontres mortelles avec des serpents venimeux. Au Texas, la quête d'une photographe de nature pour la photo parfaite l'a mené à une confrontation fatale avec l'un des résidents les plus dangereux du désert. C'était le 12 avril 2017, et les collines calcaires ondulantes du Texas Hill Country s'étendaient sous le chaud soleil de printemps, leurs forêts de chênes et leurs canyons rocheux resplendissant de couleurs fraîches après les pluies récentes. Les ruisseaux épars de la région et les ravins ombragés abritaient une grande variété de faune adaptée aux saisons changeantes du centre du Texas. Les tempêtes de printemps avaient déclenché une explosion vibrante, explosion de fleurs sauvages transformant un terrain normalement terne en paradis pour les photographes. Rebecca Torres avait conduit depuis Austin spécifiquement pour capturer des images des fleurs sauvages de printemps qui fleurissaient si rarement dans cet environnement rude. À 31 ans, la graphiste s'était forgé une réputation pour sa photographie de nature époustouflante qui lui offrait à la fois un épanouissement artistique et une échappatoire à son travail d'entreprise exigeant. Ces randonnées du week-end étaient devenues essentielles pour soulager le stress, lui permettant de se déconnecter de la technologie et de se reconnecter avec le monde naturel. Rebecca possédait des connaissances de base sur la faune du désert grâce à ses années de randonnée au Texas, mais son expérience se limitait aux espèces plus communes trouvées dans des zones accessibles. Elle n'avait jamais rencontré de serpents venimeux dans la nature et avait développé un faux sentiment de sécurité basé sur ses précédentes expériences de randonnée dans des environnements moins dangereux. Ce matin-là, Rebecca avait parcouru plusieurs kilomètres le long de l'un des sentiers moins fréquentés de la région vallonnée, suivant des rapports de floraison exceptionnels dans des zones rarement visitées par les touristes occasionnels. Les récentes pluies avaient créé des conditions idéales pour la croissance des fleurs sauvages et une activité accrue des reptiles, car les serpents et les petits mammifères se rapprochaient de la surface pour profiter de l'humidité. Les serpents corail de l'Ouest sont parmi les serpents les plus venimeux d'Amérique du Nord, possédant un venin neurotoxique puissant qui attaque le système nerveux et provoque une paralysie progressive. Ces petits serpents colorés sont souvent confondus avec des espèces inoffensives en raison de leur motif distinctif de bandes rouges, jaunes et noires. Malgré leur nature généralement recluse, les serpents corail peuvent infliger des morsures dangereuses lorsqu'ils sont manipulés ou accidentellement touchés et leur venin provoque généralement une insuffisance respiratoire dans les 8 à 24 heures suivant l'envenimation. Leurs petites crocs et leur comportement secret font souvent que les morsures passent inaperçues jusqu'à ce que des symptômes graves se développent. En photographiant un groupe de fleurs sauvages, jaune vif, probablement des marguerites d'Engelmann, Rebecca a remarqué un serpent aux couleurs vives, partiellement exposé parmi les fleurs, probablement déplacé de sa cachette par les récentes pluies et l'activité de surface accrue. Les bandes rouges, jaunes et noires, vives du serpent, créaient un contraste saisissant avec les fleurs dorées, et Rebecca a immédiatement reconnu le potentiel d'une photographie primée. Rebecca s'est approchée lentement du serpent et les enquêteurs ont ensuite conclu qu'elle l'avait probablement mal identifié comme une espèce inoffensive en raison de la position rapprochée de son appareil photo sur les photos.
Elle a utilisé un petit bâton pour pousser la végétation environnante, perturbant involontairement le serpent alors qu'elle essayait d'améliorer l'éclairage pour sa photo. Le serpent est resté enroulé sur place. Une posture que les consultants en herpétologie ont plus tard décrite comme cohérente avec un serpent corail perturbé mais non agressif. Alors que Rebecca ajustait la position de son appareil photo, les enquêteurs ont conclu plus tard, sur la base de légères marques de perforation ou d'éraflures sur son doigt et des dernières images sur son appareil, qu'elle était entrée en contact accidentel avec la tête du serpent corail. Les marques de morsure des serpents corail peuvent être subtiles ou facilement manquées. Donc, les photographies de Buzz étaient cruciales pour établir la proximité. Les caractéristiques de la blessure suggéraient que le serpent avait établi un contact bref et avait peut-être utilisé ses petits crocs fixes dans un mouvement de mastication courte avant de se retirer. Un comportement d'envenimation connu pour les serpents corail et lapidés lorsqu'ils sont dérangés à courte distance. Les horodatages de la caméra ont montré qu'elle a continué à photographier la zone pendant plusieurs minutes après. Inconsciente qu'elle avait été mordue. Étant donné que les marques de serpents corail peuvent être minimes, les enquêteurs se sont appuyés sur les images, les horodatages et, plus tard, les symptômes pour relier l'exposition à sa détérioration. Elle a ensuite passé plusieurs heures de plus à photographier d'autres sites de fleurs sauvages le long du sentier, toujours inconsciente que le venin était entré dans son système. Le venin du serpent corail a agi progressivement, ne causant initialement aucun symptôme notable alors qu'elle se rendait à d'autres emplacements de fleurs sauvages tout au long de la matinée. En fin d'après-midi, les premiers symptômes, fatigue et faiblesse, sont apparus, qu'elle a attribués à la déshydratation et à l'exposition à la chaleur après la longue randonnée. À l'approche de la soirée, les effets neurotoxiques devinrent plus prononcés, causant des difficultés de coordination et de parole, rendant le retour à son véhicule de plus en plus difficile. Le venin du serpent corail provoqua une paralysie progressive qui affecta finalement le système respiratoire de Rebecca pendant la nuit, rendant impossible pour elle d'appeler les secours. Son téléphone portable n'affichait aucun signal dans cette zone isolée et son état de faiblesse l'avait empêché d'atteindre son véhicule avant de s'effondrer. Les équipes locales de recherche et de sauvetage ont découvert le corps de Rebecca 2 jours plus tard lorsqu'elle n'a pas quitté son emplacement de camping réservé. Son appareil photo contenait les dernières photographies qu'elle avait prises, montrant sa proximité avec le serpent corail et documentant les instants précédant sa rencontre fatale. Les images ont fourni des preuves précieuses pour l'enquête et ont servi de rappel des dangers cachés présents dans des environnements naturels apparemment paisibles. L'enquête a confirmé que la cause de sa mort était une insuffisance respiratoire résultant d'une envenimation par un serpent corail non traité. Les Rangers ont récupéré son appareil photo à côté de son corps et la dernière séquence d'images a aidé à établir à quel point elle avait été proche du serpent avant la morsure. Le cas a ensuite été intégré dans les briefings saisonniers de sécurité, soulignant l'importance de l'identification correcte de la faune et les risques d'approcher les animaux pour la photographie. Pourtant, les photographes n'étaient donc pas les seuls dont les activités professionnelles les mettaient en contact avec des serpents mortels. En Floride, les pratiques négligentes d'un marchand d'animaux exotiques allaient finalement le rattraper lors de ce qui aurait dû être une transaction de routine. C'était le 3 août 2015 et le centre de convention d'Orlando bourdonnait du chaos contrôlé de l'Expo des reptiles du Sud-Est, l'un des plus grands rassemblements d'enthousiastes, d'éleveurs et de marchands de serpents de la région. Des centaines des vendeurs avaient installé des présentations élaborées, exposant tout, des inoffensifs serpents des blés aux espèces venimeuses exotiques qui commandaient des prix élevés de la part de collectionneurs expérimentés. La climatisation peinait à lutter contre la chaleur combinée de milliers de visiteurs et de centaines de lampes chauffantes, créant une atmosphère humide qui rappelait à tous les origines tropicales de nombreuses espèces exposées. Vincent Rousseau, connu dans toute la communauté des reptiles simplement sous le nom de Vinny, travaillait dans le commerce des animaux exotiques depuis 15 ans, se forgeant une réputation de personne capable d'acquérir presque n'importe quelle espèce pour le bon prix. À 39 ans, il opérait aux frontières de la légalité, vendant souvent des espèces dangereuses à des acheteurs inexpérimentés, attirés par ses tactiques de vente agressive et sa volonté de négliger la documentation appropriée et les exigences de sécurité. Le modèle commercial de Vinny reposait sur le fait de rogner sur les coûts partout où c'était possible pour maximiser les profits, une pratique qui s'étendait à ses procédures de manipulation et à son équipement de sécurité. Des témoins, lors d'expositions précédentes, l'avaient observé précipiter les transactions et ignorer les protocoles appropriés lorsqu'ils pensaient pouvoir s'en tirer. Selon les notes d'enquête recueillies après l'incident. Cet après-midi-là, Vinny gérait simultanément plusieurs transactions de grande valeur, y compris la vente d'un cobra monocle à un collectionneur qui attendait depuis des mois l'opportunité d'acquérir un spécimen aussi rare.
L'acheteur avait voyagé depuis la Géorgie spécifiquement pour cet achat et avait exprimé l'urgence de conclure la transaction avant que d'autres revendeurs ne puissent interférer. Les cobras monocles sont parmi les serpents venimeux les plus dangereux d'Asie, possédant un venin neurotoxique puissant qui attaque le système nerveux et peut provoquer une insuffisance respiratoire en quelques heures. Ces grands serpents peuvent atteindre des longueurs de plus de 6 pieds et sont connus pour leur capuchon défensif et leur disposition à mordre lorsqu'ils se sentent menacés. Leur venin contient de puissants neurotoxines qui provoquent une paralysie progressive et les morsures de grands spécimens peuvent être fatales sans intervention médicale immédiate et traitement approprié avec un antivenin. L'environnement animé de l'exposition avait créé un stress supplémentaire pour de nombreux animaux exposés et plusieurs vendeurs ont signalé avoir vu le cobra monocle faire des mouvements agités à l'intérieur de son conteneur de transport tout au long de l'après-midi. Plusieurs soigneurs ont noté un déploiement bref de la coiffe et des repositionnements répétés à l'intérieur du conteneur, un comportement cohérent avec un cobra stressé et défensif. D'autres ont ensuite dit aux enquêteurs que Vinny s'était précipité pour conclure plusieurs ventes de grande valeur avant l'heure de fermeture, se déplaçant rapidement entre les transactions tout en ignorant les précautions de sécurité habituelles qu'il avait l'habitude de négliger lorsque l'exposition était animée. Au lieu d'utiliser les crochets appropriés et l'équipement de contention que les manipulateurs expérimentés considéraient comme essentiel pour transférer des espèces venimeuses, Vinny a décidé de gagner du temps en tentant un transfert rapide de main à main derrière sa table de vendeur, à l'abri des regards du public. Les notes d'enquête ont révélé que ses années d'expérience l'avaient rendu trop confiant quant à sa capacité à manipuler des serpents dangereux sans mesure de sécurité appropriée. Le cobra monocle a mordu Vinny au poignet alors qu'il tentait de le saisir derrière la tête. Les enquêteurs ont noté plus tard que la profondeur des perforations jumelées ou les marques de griffures légères, ainsi que l'apparition rapide des symptômes, suggéraient une envenimation significative, impliquant possiblement un bref contact d'écrou avant que le serpent ne se retire. Dans la première heure, Vinny a commencé à ressentir les premiers signes d'effets neurotoxiques. Élocution brouillée et faiblesse croissante, symptômes cohérents avec des envenimations de cobra de volume modéré à élevé, qu'il a d'abord attribué à la fatigue de la longue journée d'exposition. Les enquêteurs ont noté que cela se situait dans la fourchette rapide de l'apparition attendue pour les envenimations de cobra monocle, probablement influencées par le niveau de stress du serpent et le contact à courte distance lors de la morsure. Les déclarations des vendeurs indiquaient qu'il avait continué à travailler pendant une autre heure, ne voulant pas perdre les ventes substantielles qu'il avait prévues pour le reste de l'exposition. À mesure que le venin circulait, ses symptômes se sont progressivement aggravés au cours des 2 heures suivantes, évoluant vers une faiblesse musculaire prononcée et une perte de coordination. Environ 3 heures après la morsure, Vinny s'est effondré à son stand alors que sa fonction respiratoire commençait à se détériorer. Les allées bondées et l'accès limité derrière les tables des vendeurs ont ralenti l'arrivée des ambulanciers. Et l'espèce exacte impliquée n'a été confirmée que lorsque le personnel a atteint le stand de Vinny, retardant l'appel pour l'antivenin approprié. L'antivenin spécialisé nécessaire pour les morsures de cobra monocle était conservé dans un zoo régional plutôt que dans les hôpitaux locaux. Et les équipes d'intervention ont noté que le temps de transport rendait le traitement immédiat impossible. Les hôpitaux régionaux ne stockent généralement pas d'antivenin pour les élapidés non indigènes, nécessitant de compter sur les inventaires des zoos ou des installations de recherche. Vinny est mort avant que le traitement efficace ne puisse être administré. Son corps incapable de résister à l'insuffisance respiratoire progressive causée par le venin neurotoxique du cobra. L'incident a provoqué une onde de choc dans la communauté des expositions de reptiles et a conduit à des révisions immédiates des protocoles de manipulation et des exigences d'inspection des stands pour les vendeurs travaillant avec des espèces venimeuses. L'enquête a documenté de multiples plaintes passées concernant les pratiques de manipulation de Vinny, y compris l'absence d'outils de contention et des documents de transactions incomplets trouvés à son stand. Sa mort a incité les expositions de la région à adopter des inspections plus strictes des vendeurs et des protocoles obligatoires de manipulation des espèces venimeuses. Cependant, les marchands n'étaient pas les seuls à rencontrer des serpents venimeux dans des circonstances inattendues. À Dallas, le travail de nettoyage de routine d'un agent d'entretien allait devenir mortel lorsqu'il découvrit que le bâtiment abandonné qu'il nettoyait recelait plus de dangers que quiconque n'avait imaginé. C'était le 28 octobre 2013 et l'entrepôt abandonné à la périphérie de Dallas restait silencieux sous le soleil du Texas. Ses fenêtres brisées,
et ses murs couverts de graffitis racontant l'histoire de années de négligence et de délabrement. La massive structure en béton avait autrefois abrité une entreprise légitime, mais des enquêtes récentes avaient révélé son utilisation comme façade pour des opérations illégales d'élevage d'animaux exotiques qui avaient été fermées des mois plus tôt par les autorités fédérales. Tommy Chen avait été engagé par la société de gestion immobilière pour nettoyer l'entrepôt en vue de nouveaux locataires, un travail qui fournirait un revenu supplémentaire bien nécessaire pour le fonds universitaire de sa fille. À 54 ans, le travailleur d'entretien acharné s'était forgé une réputation de service minutieux et fiable. Mais son expérience se limitait aux bâtiments conventionnels et il n'avait aucune connaissance des dangers spécialisés pouvant se cacher dans les installations utilisées pour les opérations d'animaux exotiques. La société de gestion immobilière avait omis d'informer Tommy de l'utilisation précédente du bâtiment ou des dangers potentiels pouvant subsister de l'opération d'élevage illégal. Leur négligence s'avérerait fatale car l'installation abandonnée contenait encore des traces de son passé dangereux sous la forme d'animaux échappés qui survivaient dans les recoins sombres du bâtiment depuis des mois. Tommy aborda le travail de nettoyage avec sa minutie caractéristique, travaillant systématiquement à travers chaque section de l'entrepôt pour enlever les débris et l'équipement abandonné. Le bâtiment ne semblait contenir rien de plus dangereux que du verre brisé et des matériaux de construction, renforçant son hypothèse que le travail serait routinier et simple. Les têtes cuivrées sont parmi les serpents venimeux les plus communs en Amérique du Nord, possédant un venin hémotoxique qui cause des dommages aux tissus, des gonflements et des problèmes circulatoires. Ces vipères atteignent généralement des longueurs de 60 à 90 cm et sont connues pour leur comportement défensif lorsqu'elles sont acculées ou menacées. Bien que leur venin soit généralement moins puissant que celui d'autres crotales, les morsures de grands spécimens peuvent tout de même causer de graves complications médicales, surtout lorsque le traitement médical est retardé. En déplaçant du matériel dans un coin sombre de l'entrepôt, Tommy a accidentellement marché près de la cachette d'un grand copperhead qui s'était échappé d'un enclos cassé des mois plus tôt. Le serpent avait survécu en se nourrissant de petits rongeurs qui habitaient le bâtiment abandonné et les enquêteurs ont noté que les tuyaux qui fuyaient et les zones ombragées à l'intérieur fournissaient suffisamment d'humidité et des températures stables pour une survie à long terme. Le copperhead a mordu la cheville de Tommy juste au-dessus de sa botte de travail, ses crocs pénétrant sa chaussette en délivrant une dose de venin hémotoxique. Il a réagi par instinct, reculant et se dirigeant vers une lumière plus claire avant d'apercevoir enfin le serpent aux corps épais, glissant dans l'ombre, sa tête triangulaire confirmant qu'il était venimeux. Il n'avait pas son téléphone sur lui. Il l'avait laissé sur le tableau de bord de son camion à l'autre bout de l'entrepôt, supposant que le travail de nettoyage serait simple. Il a essayé de se diriger vers la sortie, mais le venin a rapidement provoqué un gonflement et une douleur croissante à l'endroit de la morsure. Les enquêteurs ont noté une traînée irrégulière d'empreintes partielles et de marques de frottement menant de l'endroit de la morsure vers la sortie, suggérant qu'il s'était arrêté plusieurs fois à mesure que l'enflure et la douleur augmentaient. Le venin hémotoxique a causé des dommages progressifs au tissu et une enflure qui s'est propagée le long de la jambe de Tommy. Combiné à ses problèmes de santé sous-jacents, y compris l'hypertension non gérée, le diabète précoce et le retard prolongé dans la réception d'un traitement médical, l'envenimation s'est avérée bien plus grave que les morsures typiques de serpents copperhead. L'état de Tommy s'est détérioré alors qu'il tentait de demander de l'aide. La combinaison des effets du venin, du stress et de ses problèmes médicaux existants a submergé son système. Il s'est effondré sur le parking de l'entrepôt à côté de son camion, incapable de terminer son trajet vers l'hôpital. Les enquêteurs ont estimé qu'il s'était effondré environ 60 à 90 minutes après la morsure, en se basant sur la position de son véhicule et l'état du site de la morsure. La famille de Tommy a découvert son corps le lendemain lorsqu'il n'est pas rentré du travail. L'enquête a révélé que le bâtiment avait été utilisé auparavant comme une installation illégale d'élevage d'animaux exotiques et la présence de serpents venimeux échappés qui représentaient un danger permanent pour quiconque entrait dans la structure. L'incident a révélé le problème plus large des procédures de nettoyage inadéquates après la fermeture d'opérations animales illégales et a conduit à de nouveaux protocoles exigeant des équipes spécialisées en matière dangereuse pour les bâtiments ayant abrité des espèces dangereuses. La mort de Tommy a mis en lumière les dangers cachés qui pouvaient persister longtemps après la fermeture officielle des opérations illégales. Le procès intenté par sa famille contre la société de gestion immobilière a abouti à l'amélioration des exigences de divulgation et des protocoles de sécurité pour les travailleurs d'entretien affectés à des bâtiments dont l'historique est inconnu. La tragédie a rappelé que les dangers du commerce d'animaux exotiques s'étendaient de bien au-delà des participants immédiats, touchant des travailleurs innocents et des membres de la communauté. Merci d'avoir regardé. Vous avez aimé cette vidéo ? Cliquez pour en voir plus.